je m'appelle Georgi Satala, je suis interne en anesthésie actuellement à Antoine Leclerc et je vais vous présenter aujourd'hui mon staff junior intitulé Chaque index obstétrical, une revue de la littérature, et ce travail a été sous la direction du Dr Agnès Legouez. Donc, pour se mettre un peu en scénario, c'est déjà 17h, donc c'est le début de la garde d'IAG pour une patiente post-accouchement par voie basse qui saigne de façon active. Elle arrive, elle sait bien donc le protocole MAPAR SPHAR pour HPP, elle commence la prise en charge, on met de l'oxygène, le réchauffement et elle appelle l'anesthésiste. À son arrivée, l'anesthésiste, il commence un remplissage et on continue donc la prise en charge avec les mesures d'hémostase, les médicaments hétérotoniques et le saignement est finalement contrôlé à T45 minutes. Là, la patiente, elle a saigné en total suite à une estimation visuelle du sac de recueil avec les compresses et les champs imbibés. L'anesthésiste évalue un saignement à 850 ml. Donc, selon la définition du WHO de 2012, là, on a donc une HPP modérée. La patiente, en ce moment-là, elle avait les signes vitaux suivants. Elle avait une tachycardie aux alentours de 105 battements par minute, une tension artérielle systolique à 98, une diastolique à 52, une PAM qui était préservée à 65. Et là, l'anesthésiste, il commence les investigations paracliniques, il envoie un HemoQ, des études viscoélastiques et une numéomastase. L'HemoQ revient à 8.8, les études viscoélastiques sont normaux et les hémostases sont en cours. Là, on rentre en fait, la prise en charge initiale elle a duré 2 heures, donc entre H0 et H2. Ensuite, on rentre dans la phase un peu d'incertitude, puisque là, il y a le dilemme de transfuser ou ne pas transfuser les patientes donc, qui sont dans l'âge de procréer, vu le risque de alloimisation. Et il y a bien sûr autre problème. Peut-être que, on a sous-estimé le saignement, suite à l'estimation visuelle, elle a saigné 850, mais c'est peut-être un peu plus. 2, HemoQ et NFS et le problème d'hémoconcentration, peut-être que le chiffre 8.8 il est surestimé, donc on est faussement rassuré. Et 3, est-ce que si elle a saigné 850 ml, est-ce que c'est significatif? Puisque si je saigne moi c'est 850 ml, est-ce que c'est la même chose si vous saignez 850 ou bien c'est une femme enceinte saigne 850? Cette même patiente, Madame X, à H24, elle avait donc le lendemain, elle avait une hémoglobine à 7.8 et elle était un peu faible, elle était transfusée d'un globulaire. Là, pour un peu de statistiques, je vous présente l'enquête nationale confidentielle des morts maternelles entre l'année 2013 et 2015. Et là, on voit qu'il y avait en total 262 décès, dont 111 étaient suite à des causes directes. Et dans ces 111, il y avait 22 hémorragies obstétricales et seulement 4 étaient dues à des atonies utérines. Là, on peut voir que seulement 20% des hémorragies obstétricales sont dues à des atonies utérines. Il y a 80% les autres hémorragies. On sait bien donc gérer l'atonie utérine, il faut se méfier des hémorragies occultes. La grossesse. Donc, la grossesse est accompagnée habituellement par des changements physiologiques et bien sûr des complications. Le plus important, ce que j'ai noté en fluo, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. C'est habituellement une augmentation de plus 15 battements par minute, une augmentation du débit cardiaque jusqu'à 8,7 litres par minute, et une augmentation du volume sanguin total qui passe jusqu'aux alentours de 5 litres de sang. Et là, cela est secondaire à une activation du système rénine-angiotensine, rétention et anémie de dilution. Il y a aussi les contractions utérines durant le travail et l'accouchement et le phénomène de autotransfusion. Donc, tout cela pour dire que la femme enceinte, elle a déjà un volume sanguin total augmenté par rapport au reste de la population. Et là, si on considère que Madame X, elle est un peu obèse, là, j'ai noté les deux formules pour calculer le volume sanguin en fonction du BMI, en fonction du poids. J'ai la formule du Nadler et Lemens. Et les deux sont d'accord que le volume sanguin total, il est proportionnel au poids. Si Madame X, elle avait un BMI de 31, elle est enceinte, on peut estimer que le volume sanguin total, il est entre 5,5 et 6 litres. Un saignement de 850 ml peut être plus ou moins acceptable. Et là, en fait, il y a aussi la présence d'autres mécanismes de compensation. Un outil qui peut nous permettre d'évaluer d'une façon individuelle le saignement chez chaque personne, c'est le shock index. Le shock index, il est défini c'est le rapport de fréquence cardiaque, donc exprimé en battements par minute, divisé par la pression artérielle systolique exprimée en millimètres de mercure. Donc si on a une tachycardie et une hypotension, habituellement le rapport il est supérieur à 1.
et c'est un reflet théorique du dépassement du réflexe sympathique à l'hypovolémie. Il y a donc déjà plusieurs études, c'est notamment en polytro, choc hémorragique et sepsis. Donc, on peut dire que le choc index n'est pas spécifique pour un choc hémorragique. Il peut être aussi positif dans le cas de sepsis. La combinaison de toutes ces études, ils disent que le normal dans ces cas-là, en dehors de l'obstétrique, c'est entre 0,5 et 0,7 pour un choc index normal dans la population normale. J'ai utilisé plusieurs moteurs de recherche et j'ai en total trouvé 32 études sur ce sujet-là, donc le choc index en obstétrique. Et, bon, en fait, c'est un peu bizarre, mais ça c'est un peu bizarre, mais c'était seulement des points rouges, c'était juste une représentation géographique sur et aussi donc une représentation géographique et aussi chronologique des études faites dans le monde entier. Là, on trouve que la première étude était faite en New York en 1998, mais en fait, le sujet il a pris un peu de traction à partir de 2010 et la plupart des études faites sont entre 2012 et 2020. Et on trouve aussi qu'il y a une répartition pas mal sur le monde entier de ces études, mais il y a certaines zones géographiques non représentées. C'est potentiellement dû à un biais de barrière de langue. Et bon, voilà, je ne vais bien sûr pas présenter 32 études, je vais présenter quelques-unes. Alors, avant d'aborder la physiopathologie et tout ce qui est anormal, il faut débuter avec une baseline, tout ce qui est normal. Puisqu'on a déjà dit que la grossesse est accompagnée par des changements physiologiques, notamment au niveau de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle systolique. Donc, il faut avoir un baseline, il faut avoir les valeurs de base chez la femme enceinte du choc index. Et là, je vous propose 4 études. La première, c'est une cohorte observationnelle faite au Royaume-Uni, donc c'était entre l'année 2015 et 2016, sur 316 patientes avec un saignement moins de 500 ml, donc un saignement dit normal, post-accouchement par voie basse. Et là, dans le tableau, le premier tableau, on voit que les valeurs de 90e percentile et signe vitaux post-accouchement par voie basse, ils disent que, habituellement, la fréquence cardiaque, c'est aux alentours d'un max de 100 battements par minute. Et là, le choc index dit normal, c'est entre 0,5 et 0,89. Et là, il propose un cut-off point pour un choc index normal supérieur à 0,9. Toutes les autres études que je vais présenter aujourd'hui, ils adoptent la même définition. Donc, un choc index anormal chez une femme en obstétrique, c'est plus que 0,9. Ça ne... C'est pas comme ça. Mon slide. C'est pas comme ça. C'est pareil. Donc, c'est pas du tout comme ça. Est-ce que je propose de me relier mon ordinateur si le problème va continuer comme ça? Enchaîne. Ou bien je continue? Continue. Je continue? Okay. Dans ce tableau-là, je vais essayer peut-être de changer. Non, c'est bizarre. De toute façon, dans ce tableau-là, ils ont essayé de voir s'il y a des autres facteurs confondants qui peuvent altérer le choc index, le chiffre de choc index chez la femme enceinte. Donc, autre que, bien sûr, l'hémorragie et le sepsis. Là, ils disent que, en gros, l'âge et l'ethnicité, ça ne change rien. Mais, bien sûr, l'anesthésie, la péridurale, ça peut changer un peu la fréquence cardiaque et, en moyenne, ça va baisser de 0,03 la moyenne du choc index chez la femme enceinte si elle a reçu une péridurale. Et d'autre part, si elle a reçu du Cento, ça va augmenter de 0,05 la moyenne du choc index. Alors, une augmentation ou bien une diminution de 0,05, ça ne va pas changer grand-chose dans la vie réelle, mais c'est seulement statistiquement significatif. Là, vraiment, je propose de changer d'ordinateur, mais je peux continuer si vous voulez. Non, vas-y, essaie de changer alors. Tu as ton ordinateur? Oui, j'ai mon ordinateur avec moi. Vas-y. On va perdre le zoom. Hein? Ah oui, on va perdre le zoom. On va pas... Mais regarde les autres diapos s'il y en a beaucoup qui sont changés. Et sinon, Gervais, si tu veux pas le prendre en PDF sur ton ordi et puis tu le mets. Tu le Je remontes. peux faire ça. Je peux faire ça. Désolé pour.
juste pour voir si ça marche. Et ça, c'est votre photo du plan. Je vais en dessous pour partager. C'est pour ça, si je comprends. J'ai pas signé pour ça. Non, je discute avec le docteur Nardi, je sais pas. Ok. Voilà, c'était comme ça. Et ensuite, donc, ça c'est bon. Là voilà, donc ce que j'ai parlé, c'était seulement tout ce qui est péridural et la sympto. Et c'est seulement statistiquement et pas réellement. Et là, donc, là l'écran. Tu vas dans affichage tout en haut. Ok. Donc, les trois des études restantes. Donc, la deuxième étude, en fait, c'était une cohorte rétrospective en Brésil qui a duré 1 an sur 192 patientes qui étaient donc des femmes enceintes non anémiques. Et là, dans le tableau, ils essayent d'évaluer l'effet du BMI. Donc, ils ont divisé les patientes en 3 groupes, BMI inférieur donc, à 19, BMI entre 19 et 24, 25, 29 et BMI plus que 30. Et là, ils voient en fait qu'il y a une baisse progressive du moyenne du choc index à la fin de la grossesse, donc si elle est à plus que 37 semaines, la baisse elle est progressive, mais la différence entre BMI moins que 24 et plus que 30, elle est de l'ordre de 0,06 seulement. Donc aussi statistiquement significative, mais réellement pas trop. Et sinon, la troisième étude, c'est aussi une cohorte qui a été faite en Nigeria sur 3 mois et sur 225 patientes qui ont saigné une quantité moins que 500 ml, donc un saignement aussi normal. Et dans cette étude-là, ils voient en fait qu'il y a un effet des pathologies d'hypertension, bien sûr, sur le choc index, ce qui est parfaitement logique. Et ils disent qu'une diminution de choc index de 0,1 avec chaque augmentation de 10 mm de mercure du pression artérielle systolique. La quatrième et dernière étude sur ce sujet, en fait, c'est une cohorte rétrospective en Brésil sur 1 an, sur 186 parturiantes, donc sans facteurs confondants, avec un saignement aussi normal. Là, le but c'était un peu différent. Là, ils étaient en train d'évaluer le choc index et la fréquence cardiaque, mais c'est en fonction du temps. Donc, ils ont pris la première mesure, juste après l'accouchement, et chaque 20 minutes, ils ont pris une deuxième mesure jusqu'à 120 minutes. Et là, en fait, c'est la seule étude qui montre dès le départ un choc index pathologique à 1,05. Alors, ça peut être expliqué par une sous-estimation du volume sanguin perdu, de 1. De 2, ça peut être lié à la population spécifique du Brésil, peut-être. Mais ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est que la cinétique, elle était descendante. Donc, avec le temps, si la patiente n'a pas vraiment saigné, le choc index va diminuer jusqu'à la normalisation dans 2 heures maximum. Et concernant l'anémie, qui est le dernier facteur confondant que je pense, donc, dans ce cadre-là, je vous propose l'étude, c'est une étude transversale faite en Colombie sur 3 mois avec 113 patientes primipares qui étaient divisées en 2 groupes, donc des patientes 53 qui n'étaient pas en travail et les autres 47 qui étaient en travail. Toutes les patientes étaient anémiques, mais avec une hémoglobine de base plus que 7 grammes par décilitre. Et là, en fait, ils ne trouvent aucun effet d'une anémie préexistante sur le choc index de départ et le long du travail chez une femme enceinte. Donc, c'est la capacité du corps humain à s'adapter avec une anémie chronique. Donc, en gros, concernant la physiologie et concernant les facteurs confondants, on trouve que le choc index, en fait, il reste valable dans la plupart des cas. Il y a seulement donc les troubles hypertensifs, il faut se méfier, et l'hyperthyroïdie en fait n'était pas traitée dans aucune étude, et c'est pourquoi je l'ai mis en bleu avec un point d'interrogation. Et là, en fait, puisqu'on a déjà parlé de la base, du baseline, on peut continuer avec la question comment et où utiliser le choc index. On peut utiliser le choc index pour estimer effectivement la quantité du sang perdu durant un HPP. Et la première étude, c'était une cohorte prospective en Brésil,
entre 2015 et 2016 sur 270 patientes, dont 84 ont eu un saignement plus que 500 ml et 22 plus que 1 litre. Et là, dans le premier tableau, ça étudie en fait le saignement en fonction du temps. Et là, on trouve en fait que c'est la pente qu'elle est aiguë. Donc, la plupart du saignement, ça s'effectue entre T0 et T40 minutes. Et c'est en fait, ça coïncide avec la prise en charge anesthésique et gynécologique et le temps que l'anesthésiste et le gynécologue mettent pour contrôler le saignement. C'est pourquoi la plupart du saignement, ça s'effectue entre T0 et T40 minutes. Et ensuite, entre T40 minutes jusqu'à T120 minutes, donc jusqu'à les 2 premières heures du saignement, là, on a 90% du volume sanguin total perdu dans cette période-là, et les 10% restants, c'est dans les 24 heures. Et si on veut voir s'il y a une relation entre volume sanguin perdu et choc index, là, dans ce tableau-là, en fait, il y a 2 grandes zones. La première zone, c'est les patients qui ont saigné aux alentours de 450 ml et moins, et là on trouve qu'ils ont un choc index aux alentours de 8 et moins, 0,8 et moins. Et les patients qui ont saigné plus que 800 ml aux alentours, ils ont pratiquement toujours un choc index supérieur à 1. Et là, donc les auteurs ils proposent the rule of ones. À H1, si la patiente elle a un choc index supérieur à 1, c'est que probablement elle a saigné plus qu'un litre. Au-delà du saignement, est-ce que le choc index il a d'autres applications? Et effectivement, oui. Il peut être d'une valeur prédictive concernant tout ce qui est mauvais outcomes en anglais. Et là, en fait, dans cette étude, c'était une étude multicentrique faite sur une durée de 1 an sur 967 patients. C'était une méta-analyse qui regroupe 4 études, essentiellement en Égypte, Nigeria et Zambia. Et là, toutes les patientes incluses, c'était des patientes graves, donc des fréquences cardiaques plus que 100, des pressions artérielles systoliques moins que 100, et des saignements plutôt plus que 500, mais la moyenne c'était 750 et plus. Et là, ils étudient en fait l'incidence d'effets indésirables, et c'est selon 3 groupes. Le premier groupe, c'est le décès, 4,1%. Le deuxième groupe, c'est SMO, et c'est le dysfonctionnement mono-organe, et là, dans ce cas-là, c'est 6,6%, c'était principalement de l'insuffisance rénale. Et le dernier groupe, SMO-CI, c'est tout ce qui est polytransfusion plus que 5 kg globulaires, tout ce qui est admission aux soins intensifs avec des vasopresseurs, et tout ce qui est hystérectomie. Et c'était 15,7% des cas. Et là, on trouve, si on compare, s'il y a une relation entre les signes vitaux, fréquence cardiaque, pression artérielle systolique, MAP et choc index, on trouve que systématiquement le choc index il est le plus sensible et le plus spécifique, avec systématiquement une area under the curve de 0,76 au moins et plus. Et donc c'est le gold standard, c'est le mieux pour être associé avec tous les effets secondaires et les mauvais outcomes. Dans cette étude, ils essaient aussi de répondre à la question de sensibilité et spécificité du choc index avec tout ce qui est mauvais outcome. Et là, en fait, on trouve qu'ils comparent le seuil de 0,7 au seuil de 0,9 dans le premier tableau. Et là, en fait, on trouve qu'il n'y a pas un problème de sensibilité, en fait. À partir du seuil de 0,7, on est sensible, mais le problème, c'est la spécificité. Et c'est pourquoi on était obligé d'augmenter le seuil de 0,7 à 0,9 dans la population des obstétriques pour avoir une meilleure spécificité. Et si on pousse la spécificité de 60% jusqu'à 99% dans le deuxième tableau, on était en fait obligé d'augmenter le choc index aux alentours de 1,4 jusqu'à 2,2, ce qui me paraît un peu excessif. Et c'est pourquoi, en fait, les auteurs ils ont décidé de mettre un petit protocole. Et c'est utile dans les établissements avec peu de ressources. C'est-à-dire que si la patiente elle a en fait à H1 un choc index supérieur à 0,9, c'est qu'il faut penser à transférer la patiente dans un établissement de recours. Et si cette patiente a un choc index supérieur à 1,4, il faut probablement appeler l'anesthésiste. Et si elle est supérieure à 1,7, c'est qu'elle est vraiment très urgente. La deuxième étude, c'était une étude multicentrique, donc c'était aussi une méta-analyse, et c'était fait en Afrique Sud, duré 1 an sur 290 patientes graves aussi. Et là, en fait, il y avait des conclusions similaires, mais là, ils ont comparé la première mesure du choc index avec la mesure, donc la pire. Donc c'est la plus haute mesure du choc index dans les 2 premières heures. Et là, ils trouvent qu'en fait, dès la première mesure, on peut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et si on a un choc index qui est négatif, c'est qu'il y a une valeur éliminatoire. C'est que la patiente, bien sûr, elle ne va pas rentrer aux soins, bien sûr, elle ne va pas être transfusée. Et pour finir, j'ai une dernière étude. Jusqu'à présent, on était en train de réfléchir et traiter les chocs index donc, comme des valeurs chacune à part. Si on essaye de voir l'évolution du choc index, là, je trouve qu'une seule étude, en fait, qui traite le delta SI, c'est donc le pic SI, la valeur la plus haute, moins le baseline. Et là, ils disent dans cette étude que si on a une augmentation du choc index de base de 0,4, 0,39 plus ou moins 0,24, c'est que probablement on est dans le diagnostic de HPP. Et si on est à une delta de 0,5, là, probablement la patiente aura besoin de transfusion. Et je trouve ça vraiment très intéressant puisque dans tous les centres, il y a un FS qui est juste à côté. Et potentiellement, ce kit algorithmique peut nous permettre de prévoir une transfusion en avance. Pour conclure, en fait, si je reviens sur le cas de Madame X, si on dit qu'elle avait dès le départ un choc index à 0,9, là, je dis après donc avoir présenté cette présentation qu'il faut probablement surveiller cette patiente d'une façon proche, mais d'une façon rapprochée aussi, chaque 20 minutes. Et là, si on voit que le choc index il reste à 0,9, là, il faut être méfiant. Par contre, si le choc index il est en train de baisser, là, c'est plutôt rassurant. Si c'est en train d'augmenter, c'est qu'il y a bien sûr quelque chose qui ne va pas. Et donc le choc index, le cut-off point, c'est bien sûr 0,9. Il peut être prédictif de transfusion, de mauvais outcome, et il peut aussi être très utile dans le cas des saignements qu'on ne voit pas. Donc, j'ai fait un petit dessin là. Si l'anesthésiste n'arrive pas à voir un saignement, et que la patiente elle a un choc index à 0,9, il faut bien sûr penser à faire une échographie et à éliminer les saignements occultes. Et c'est tout. Merci.